ne me trompe, c'est le dernier à contre-temps de l'année. Et pour ce faire, nous avons réuni la Dream Team. Elle est composée de Danielle Anceline. Oui, bonjour, ravi de vous retrouver, d'être aujourd'hui avec vous. Je fais les présentations d'abord. Elle est ensuite Emmanuel de Rénal, à sa droite. Bonjour. En face, Eddy Marajo. Enchanté. Je fais l'honneur d'être là. Et naturellement, le maestro Christian Boutin. Je vous redonne la parole. Merci. Mais comme c'est le dernier jour de l'année, moi j'ai une pensée vraiment avec un coup de chapeau pour tous ceux qui travaillent, tous les bénévoles. Il y a que ce soit les services publics, CCAS, que ce soit le Secours catholique, les associations religieuses, les bénévoles des clubs services, les associations. Bref, il y a un tel élan de solidarité. Moi, je pense que tous ces gens-là méritent un grand coup de chapeau. En tous les cas, je leur fais un grand coup de chapeau. En tous les cas, dans le cadre de cette émission, le premier sujet que tu vas évoquer, ça va être va nous dire si les Français sont satisfaits de la loi immigration votée le 19 décembre. Emmanuel? Oui, encore une fois, ravi d'être avec vous. En effet, une année s'achève, une nouvelle année commence. Donc, on rentre dans la période des vœux. Je pense qu'on peut commencer à souhaiter quelques vœux à nos compatriotes. Moi, j'ai bien envie aujourd'hui de proposer une mobilisation pour notre nature. Et je serais heureux si chacun s'engageait à planter un arbre à partir du mois prochain. Et ça fait écho à l'action que fait Pays Vert, l'association qui a engagé un beau combat. Et je trouve que là, ce serait un signal fort et sur lequel on pourrait s'engager tous individuellement et collectivement pour lutter contre les méfaits du réchauffement climatique. Toi, tu vas nous parler des défis et opportunités que l'immigration représente pour la Martinique. Ça n'a pas de rapport étroit avec moi, c'est toi jamais. Eddy. Se cacher derrière un arbre. Eddy, oui, ouais. Je suis ravi d'être là. J'étais déjà parti loin et puis je suis revenu parce que j'ai une fidélité à Gérard qui est extraordinaire. D'ailleurs, ça me... vous, c'est un peu moins. Un peu moins. Vous, c'est plutôt de la tendresse. Gérard, c'est de la fidélité. Daniel sait que ça ne va pas ensemble. Vous, c'est le cœur, moi, c'est la raison. Le bâton. Tu vas nous parler d'économie et de l'immigration, toi, tout à l'heure, je crois. Je crois qu'on ne change pas trop de sujet, là. Ouais. Oui, mais on est très immigration. Ouais. Christian? Toujours un grand plaisir de retrouver l'équipe et puis les téléspectateurs. Et je vais faire une petite observation, une petite formulation dans le prolongement des propos d'Emmanuel. C'est le pays propre. J'ai envie que notre pays soit propre. La propreté, c'est le premier élément de l'ordre. Voilà, donc je demande une mobilisation. Et puis deux petits clins d'œil. Un clin d'œil à Sabine Beauchamp et à la manifestation de Boucan de la Baie, parce que c'est une manifestation qui prend de l'essor, qui prend de la dimension, et je trouve que c'est très bien. Et un clin d'œil aussi à une fille que j'ai vue hier soir qui s'appelle Luyane Pommier, qui est une pianiste guadeloupéano-martiniquaise, malvoyante, mais qui est extraordinaire. Extraordinaire, voilà. Très bien. Un petit jingle à nouveau pour faire une rupture. Loi immigration, une large majorité de Français sont très contents de leur loi Macron. C'est la loi Darmanin. Oui, alors la loi immigration, on en a beaucoup parlé. On n'en parle plus tellement parce que c'est la période des festivités. Bon, c'est pas étonnant. Mais en fait, moi, je pense qu'il faut un peu rappeler le processus. Il y a un projet de loi qui est présenté par le gouvernement, qui va au Parlement, qui va au Sénat, qui a des modifications. Quand ça revient au Parlement, la gauche présente une motion de rejet. C'est-à-dire, avant de discuter du texte, elle présente une motion de rejet pour qu'on rejette le texte. Et le texte passe, la motion passe, parce qu'il y a les voix du Front National. Il ne faut pas se le cacher. Et donc, la gauche s'imagine que c'est un succès, sauf que, selon le processus qu'on a déjà eu l'occasion d'expliquer, il y a une commission mixte paritaire avec des sénateurs et puis des députés, et il y a un nouveau texte et sauf que là, il y a, par rapport au projet initial du gouvernement, le gouvernement est obligé de lâcher du lest pour les Républicains, pour que les Républicains puissent voter le texte. Et le Front National décide aussi, puisque comme le gouvernement a accepté des concessions qui viennent sur son terrain, le Front National vote et le texte passe. Ce qui fait que aujourd'hui, on a un texte qui durcit, sur la question de l'immigration, qui durcit.
Ça durcit parce que ça demande au Parlement d'avoir chaque année de décider de nombre de quotas d'émigration acceptés. De nombre d'émigrés. Ensuite, parce qu'on rétablit un délit pour l'immigration illégale. Ensuite, parce qu'on durcit les conditions pour la nationalité. C'est-à-dire qu'avant, un enfant d'étranger qui naissait en France avait automatiquement la nationalité française. Là, il l'aura automatiquement, mais s'il la demande. C'est là donc l'automaticité disparaît. Ensuite, autre point, et c'est l'un des points sur lesquels la gauche a le plus protesté, c'est l'accès aux soins, disons, c'est-à-dire et aux prestations sociales. Les prestations sociales, les conditions sont durcies, c'est-à-dire il faut plus de temps de résidence pour pouvoir bénéficier de l'allocation familiale, de l'allocation logement, de l'allocation d'adultes handicapés. Pour le regroupement familial, il faut aussi plus de résidences pour pouvoir faire entrer le conjoint. Et ensuite, et c'est un gros point qui a entraîné la démission du ministre de la Santé, c'est le fait les étrangers, quel que soit, en fait, tout être humain, en fait, avait accès à la santé gratuitement quand il était malade. Et là, ça n'a pas été voté, mais le gouvernement s'est engagé à ce qu'au mois de janvier, pour satisfaire les Républicains, pour que les Républicains votent, pour que ce dispositif-là d'aide gratuite puisse être remis sur le tapis. Et le ministre de la Santé, je crois que c'est important que les gens le retiennent, il dit que mais c'est une question de santé publique. Faire en sorte que les gens qui sont malades n'aient pas un accès gratuit, c'est mettre en danger la totalité de la population. Donc c'est une question aussi de bon sens, sans compter les principes. Donc ça, c'est les grandes lois. Alors ce que ça révèle quand même, c'est que moi je pense, à mon avis, le manque de stratégie de la gauche, parce qu'avec la motion de rejet qui a empêché qu'on discute article par article qui aurait pu apporter des amendements, on a un texte qui est beaucoup plus restrictif. Et puis ensuite, le décalage de la gauche par rapport à l'opinion publique, puisque comme tu l'indiquais au début, c'est l'opinion publique, en fait, majoritairement. Et enfin, je terminerai sur le fait que la question de l'immigration a toujours été un sujet qui, en France, est sur le tapis, divisé politique, et tout le monde a encore en mémoire la phrase de Rocard en 1989, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Moi, je me dis, quand je suis à Paris et que je vais dans un café, un restaurant, je me dis que pour celui qui m'accueille, visuellement, pour lui, je suis un étranger. Il ne sait pas que je suis antillais, il ne sait pas que mes ancêtres, avec les tirailleurs sénégalais, se sont battus pied à pied pour la France, et que, a priori, je suis 5 serveurs qui m'amènent à manger. Il y en a 2 qui potentiellement ont peut-être craché dans mon plat en me l'amenant. Je ne peux pas m'empêcher, je suis paranoïaque, mais je ne peux pas m'empêcher de penser comme ça, Bernard. Mais ça reste quand même la France, quoi, la France de Victor Hugo, la grande France, la France à laquelle on croit, où on veut croire. Et j'ai vu quelque chose de rafraîchissant, c'est une étude de Vincent Tiberge qui coordonne la publication d'un indice qui mesure le sentiment de tolérance des Français pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme et qui explique qu'il y a, malgré le fait qu'il y a une majorité de Français qui pensent qu'il y a trop d'immigrés en France, il y a une forte progression de la tolérance des Français sur les questions migratoires, que c'est chez les seniors que l'on trouve ce raidissement, que chez les jeunes et même chez les boomers, c'est-à-dire ceux de l'entre-deux-guerres, il y a une évolution positive de tolérance, et que dans certaines enquêtes, l'immigration arriverait même en dernier lieu après toutes les préoccupations des Français. Bon, j'aimerais que ce soit vrai, qu'ils ne se trompent pas. Voilà. Alors, il y a aussi la façon dont les sondages sont faits, vous savez. Edine nous a bien expliqué qu'on peut faire dire ce que l'on veut à des sondages. Il y a eu 4 sondages plus importants, pas la peine de les citer, qui ont conditionné en quelque part le sentiment des Français. Et cette étude et surtout, elle a été dans tous les médias, cette étude de ce sociologue, vous pouvez la retrouver et comme ça avoir un sentiment d'espoir sur la France, notre belle France. L'économie martiniquaise, revenons chez nous, l'économie martiniquaise ne peut plus se passer de l'immigration étrangère. Edith, tu nous as toujours dit ça, mais tu nous le redis aujourd'hui encore, enfonçant le clou. Ben, c'est le cas dans tous les pays dont la population atteint un niveau de vie plutôt élevé, voilà, et qui mécaniquement va renoncer à un certain nombre de métiers.
C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. C'est-à-dire que tant qu'on est pauvre, on accepte de faire De souffrir. en fait, de faire des métiers qui nous permettent d'avoir un minimum pour vivre. Et puis, quand le niveau de vie augmente, On veut plus. eh ben, on ne veut plus faire ces métiers-là. Alors, c'est quoi les métiers en question? C'est ouvrier non qualifié dans le BTP, donc celui qui va pousser la brouette et puis passer l'enduit sur les briques. Celui qui est dans l'agriculture, qui doit... on coupe plus de la canne, sauf dans des mornes ou dans des coins un peu escarpés. Mais par contre, on coupe de la banane. Et il faut la transporter, il faut désherber, etc. Donc, dans les services à la personne qui va s'occuper des personnes âgées ou des gens qui vont faire la vaisselle, chez là aussi des personnes âgées ou des personnes handicapées, tout ça, c'est considéré comme des métiers dévalorisateurs ou dévalorisants Valorisant, tout pour simplement. des gens qui atteignent un certain niveau de vie. Mais il faut bien les faire. Il faut bien les faire. Et là, donc, il y a une demande forte sur ces métiers-là. On parle même pour ces métiers-là de métiers en tension. Oui. C'est le mot à la mode. Donc, il faut satisfaire donc, la demande. Et cette demande ne pouvant pas être satisfaite par des Martiniquais, elle est satisfaite par des gens qui viennent de l'extérieur. Alors, les gens qui viennent de l'extérieur, allons très clair, ce sont des Caribéens, essentiellement. La demande satisfaite par des métropolitains, c'est une demande plutôt supérieure. Tandis que celle, y compris dans l'artisanat, l'artisanat ne doit pas être vécu comme un métier, rassemblant des métiers dévalorisants. Non, pas du tout, au contraire. Un plombier, ça peut gagner très très bien sa vie. Là, je parle vraiment des métiers non qualifiés, sur lesquels on retrouve une main-d'œuvre essentiellement clandestine. Et bon, je ne peux pas m'empêcher de donner un petit coup, dont le dénombrement n'existe pas. Alors, pourquoi il n'existe pas? D'une part, parce que ce serait reconnaître... Si on commençait à enregistrer les gens dans la clandestinité, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de politique de, comment dirais-je, de surveillance ou au moins de filtre de la clandestinité. Mais cette clandestinité, elle existe, à tel point qu'un certain nombre de professionnels demandent au préfet de régulariser des gens. Pour régulariser des gens, il faut qu'ils soient irréguliers, on est bien d'accord. Notamment dans la banane. Dans la banane. Donc, Banamart, par exemple, a demandé la régularisation de 1000 travailleurs. Les 1000 n'ont pas encore reçu, mais il y en a plusieurs centaines qui ont eu une régularisation. Et le BTP dit, mais moi, je suis dans le même cas. Pourquoi pas moi? Voilà. Donc, tout ça nous pousse à dire que, de toute façon, mécaniquement, la Martinique ne peut plus se passer d'une main-d'œuvre immigrée. Et que, et là j'extrapole un peu, la quasi-totalité des pays, on va dire, les plus avancés, les pays les plus riches, sont mécaniquement obligés de faire appel à une main-d'œuvre. Mais ça a toujours existé, toujours, depuis Emmanuel, longtemps. dans la même foulée, même dynamique, tu vas nous parler des défis, mais c'est à peu près la même. Oui, on est sur le prolongement de ce que dit Eddy. Bon, il faut déjà rappeler aussi qu'on est dans un... Enfin, quand on parle d'immigration, c'est intéressant de connecter ça à la situation démographique. On est quand même dans une situation, si j'exclus effectivement les flux de migration clandestins, on est dans une démographie qui baisse. Les derniers chiffres sont sortis hier avec des chiffres arrêtés à 2021 à 360 000 habitants. Si on prolonge jusqu'à aujourd'hui, on estime qu'on serait à 350 000 habitants. Moi, j'ai connu une période où on dépassait les 400 000 habitants. Donc, un pays qui voit sa population active officielle diminuer est un pays qui s'appauvrit. Il y a moins de travailleurs dans le pays, mécaniquement. Il y a plus de dépenses sociales également dans le pays, parce que c'est une population qui vieillit également. Et donc, il y a une équation économique qu'il faut absolument résoudre. Et donc, pour relancer la démographie d'un territoire, l'immigration est une solution. Et donc, il faut regarder ça avec beaucoup de précision. Une fois qu'on sait que l'immigration est une solution, il faut maintenant se dire quelle immigration veut-on. Alors, Eddy a évoqué l'immigration qui concerne les métiers en tension, et c'est une réalité. Là-dessus, il faut accepter l'idée que ces métiers difficiles
pour nos populations actuelles doivent être remplis par ceux qui veulent bien le remplir. Et puis, il y a aussi d'autres métiers. Il y a des secteurs comme la santé qui sont en tension, il y a des secteurs comme les services qui sont en tension. Et puis, je dirais même, on considère que l'immigration, quand elle est contrôlée, quand elle est maîtrisée, quand elle n'est pas subie, mais qu'elle est choisie, elle favorise également de la créativité dans un territoire, elle favorise un relancement culturel dans un territoire. On a bien vécu nous-mêmes, en Martinique, l'apport des communautés indiennes, l'apport des communautés syro-libanaises qui ont changé les modèles de commerce chez nous. Donc, on voit bien que quand on organise bien les choses et que les populations arrivent de manière organisée, ça a des incidences très positives sur les leviers de notre économie et les leviers culturels. Donc, il faut regarder ça avec... Une question à tout le monde. Quel est le secteur en Martinique que vous connaissez qui ne soit pas en tension? Le secteur économique. Où les emplois sont largement satisfaits, où on ne recherche pas. Quel est le secteur? Il y en a très peu. Il y en a très peu. J'aimerais bien en avoir encore. La fonction publique. Non, moi, c'est même pas évident. Ça, c'est un coup sous la ceinture. C'est même pas évident. L'éducation nationale, c'est de la fonction publique, c'est un métier en tension. Aujourd'hui, on manque de profs. On manque de profs. Moi, j'aurais rajouté, on manque d'entrepreneurs. Je pense qu'on est dans un pays où on a besoin aussi de relancer les activités. Effectivement, quand une population décroît, les forces vives s'en vont également et ce pays s'appauvrit par manque d'entrepreneurs. Et donc, il faut bien remettre des activités. Et donc ça fait appel à des intelligences entrepreneuriales qui doivent être prises en compte dans des politiques d'immigration. En sachant qu'on est quand même un des départements, le département français, où il y a le plus de création d'entreprises chaque année. C'est de la folie. Oui, c'est des micro-entreprises, mais pas tant que ça. Parce que... Et de décès et de disparition. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, oui, mais peut-être parce que justement c'est le rapport au travail qui a changé. Oui, complètement. Parce que le salariat attire moins et donc les personnes se retrouvent à vouloir avoir une activité indépendante. Utiliser les modalités juridiques, auto-employeur, des choses comme ça. Ils créent leur propre emploi. Comment les élus, comment nos députés ont voté cette loi? C'est peut-être intéressant. Question. Alors, déjà, nos sénateurs, puisque ça a commencé. Voilà. Ouais. En fait, je rappelais qu'il y a 14 sénateurs pour les Outre-mer, dont les 2 en Martinique, il y en a 3 ou 4 en Guadeloupe. Non, 4 à La Réunion, 3 en Guadeloupe. Et puis Saint-Pierre-et-Miquelon, 2 en Martinique. Bon. En réalité, ça c'est le premier élément. Un deuxième élément, c'est de voir que l'outre-mer, ce terme qui suppose une similitude en réalité de statut, mais c'est très différent dans la réalité et dans la problématique de la confrontation à l'immigration. Par exemple, Mayotte, on sait bien comment Mayotte est perfectible par rapport à l'immigration. On connaît la cas de la Guyane également, avec toutes les migrations surinamiennes, brésiliennes ou dominicaines. La Guadeloupe également. Donc, forcément, chaque parlementaire est sensibilisé, non pas simplement par son appartenance politique parlementaire, de groupe, mais aussi par la réalité de ce qu'il vit. Dans son pays. Alors, je vais citer le cas d'Olivier Servat, le sénateur guadeloupéen, député au Sénat. Bon, en tout cas, il a été chargé. Il est député. Mais il avait été chargé par M. Darmanin de faire une étude, en tout cas un rapport sur la situation des Outre-mer en matière d'immigration. Et alors, quand tu poses la question, comment les parlementaires ont vécu ça? Alors, de manière très disparate. On dit qu'il y a une poignée qui ont voté pour, et puis d'autres qui, effectivement, ont voté contre. Alors, on peut voir des réactions identifiées. Premièrement, celle de M. Lurel, qui considère que c'est une ignominie, c'est-à-dire que c'est une honte pour la France d'avoir voté une telle loi, qu'il considère anticonstitutionnelle. On a même vu que l'ancien président Hollande aussi a pris position par rapport à cela. On a un sénateur de la Réunion aussi qui a dit que c'est une loi raciste. Il y a un sénateur de Guyane, M. Patient, qui est du bord de la majorité, mais qui considère qu'elle est trop restrictive, cette loi. Donc c'est vrai qu'il y a une disparité en matière d'expression aussi. En tout état de cause, on peut dire aussi que cette loi prévoit des mesures spécifiques pour l'outre-mer, qui sont issues notamment du travail peut-être de M. Servat. Je vais citer quelques éléments. Par exemple, il y aura des mesures spécifiques pour limiter l'immigration à Mayotte. Il y a des rallongements des durées des titres de séjour pour les travailleurs étrangers à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Vous voyez, il y a diverses dispositions qui concernent. Et pour terminer, je vais resituer Olivier Servat qui dit: on ne nous comprendrait pas si nous ne prenions pas des mesures nécessaires à la protection de la population, ni à offrir un cadre juridique sécuritaire pour ceux qui viennent travailler en Guadeloupe. Donc vous voyez, ce sont des positions qui sont très pragmatiques et qui ne reflètent pas simplement l'appartenance politique, mais qui reflètent en tout cas la préoccupation des parlementaires sur leur territoire. Elie, Je voulais apporter une petite touche historique, parce que sur l'immigration... sur la Guadeloupe, non? Non, non, pas sur la Guadeloupe. Sur la Guadeloupe et la Martinique. Sur Haïti, à l'époque, dans le document que tu nous as envoyé, il y a une espèce de référence faite par un chercheur du CNRS qui dit aux Martiniquais, lors d'un colloque, vous vous plaignez de l'immigration haïtienne, mais je vous rappelle Que vous, Martiniquais, au 19e siècle, vous avez fui l'enfer, la misère. misère et l'enfer Martinique et Guadeloupe en immigrant massivement en Haïti. Et Haïti recevait des Martiniquais. D'ailleurs, le sieur Duvalier est d'origine martiniquaise. est d'origine martiniquaise et cette espèce de paradoxe absolu de Martiniquais qui disent « ouais, les étrangers nous envahissent » manque. Et dit de même au Panama. Au Panama, ou à Cuba. À Cuba, de même à Trinidad. Exactement. Il y a une communauté. Voilà. De même en Louisiane, on étions des émigrés. Voilà, nous Au Venezuela, après Venezuela. Voilà. Alors, juste un petit mot pour Oui. dire que je regarde notamment Emmanuel. C'est effectivement, il est intéressant de prévoir les conséquences de l'application de la loi chez nous, en matière de démographie, en matière de... Vous voyez, regardez les questions tu parlais de ça tout à l'heure, les Haïtiens qui sont ici, qui sont régularisés, s'ils ont un enfant qui n'est pas automatiquement français. Donc il y a en fait les étudiants étrangers, enfin caribéens qui viennent de la Martinique. Une caution. Donc il y a la question de la caution. Donc c'est vrai qu'il est intéressant de pouvoir évaluer, si vous voulez, les conséquences de cette loi dans nos territoires. Est-ce que je peux citer? Parce qu'il y a des gens qui vont nous dire où ça que je prends Des ça. sources. Le bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, ça s'appelle « Immigrés guadeloupéens et martiniquais en Haïti dans le regard des consuls français ». Lisez ça, c'est à mourir. 1848-1900. Absolument. Ça a duré 50 ans. hein. Emmanuel. Moi, je voulais compléter en disant deux petites choses. La première, c'est qu'il y a effectivement une immigration clandestine qui est importante. Nous sommes dans un environnement sous tension. Et moi, j'ai eu des discussions récemment avec les autorités de gendarmerie qui m'expliquaient à quel point, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent, en Haïti, il y a des tensions très, très fortes qui vont favoriser une immigration clandestine dangereuse. Donc ça, c'est une réalité aussi qu'il faut prendre en compte. Et donc, une bonne loi doit réguler ce type d'immigration. Et la deuxième chose, alors je vais peut-être être un petit peu polémique 2 minutes, mais je veux faire référence au fameux article 55, qui était une mesure qui était inscrite dans le projet de loi de finances, je crois, de finances, qui a soulevé l'indignation générale, qui en réalité était une mesure qui donnait des moyens, et donc qui ouvrait des budgets pour nous permettre d'accueillir des résidents Des de Français. métropole de France, dont une bonne partie en réalité concernait nos propres compatriotes qui voulaient revenir, mais là de manière encadrée, organisée et choisie. Et j'ai trouvé que cette levée de bouclier a été un peu rapide à mon sens. Il aurait peut-être fallu se poser pour bien regarder ce qu'il y avait derrière, parce que là, pour le coup, il y avait c'était sans doute une mesure d'immigration organisée qui aurait pu rentrer dans nos critères, et dans nos critères notamment d'intégration, puisqu'on ne peut pas parler d'immigration si on n'intègre pas correctement les gens que nous accueillons. Ce que je constate, c'est qu'il y a 12 à 15 000 immigrés irréguliers en Martinique. Non, ça c'est un chiffre très conservateur. Oui, mais Pour te donner là, une je me idée, trompe la pas. principale association haïtienne revendique, en termes de contact direct, 12 000 Haïtiens. Oui. Donc quand l'INSEE dit il y a 9 000 immigrés en Martinique, c'est... Non, mais c'est pour ça que j'ai dit 12 000. Non, mais je pense que très objectivement, après avoir fait le tour de tous les maires du Nord, j'ai pas fait les maires du Sud. Alors, ton appréciation, ton chiffre. Je pense qu'en Martinique, il doit avoir aux alentours de 40 000 immigrés clandestins. Et ce sont des chiffres qui sont corroborés par les associations qui s'occupent de ça. Quand une association haïtienne dit, et il y a un article dans France Antilles qui
qui l'attestent. Nous, en termes de contact direct, nous avons là, aujourd'hui, dans nos fichiers, 12 000 Haïtiens. Donc tu imagines bien que tous les Haïtiens ne viennent pas voir cette association. Et les Saint-Luciens, les Dominicains, etc. Et ça, c'est une espèce de tabou absolu que les autorités maintiennent pour des raisons qui sont incompréhensibles. Alors ça veut dire qu'on a, je vais couper la part en deux, puisque toi, tu as lancé à gérer tout le temps. Non, pas du tout. De C'est pas moi qui le dis. 40 000, je veux dire qu'il y en a 25 000. Mais tu as quand même 25 000 citoyens sur une population de 350 000. C'est ça, qui ne sont pas. Ça veut dire qui utilisent. Ils sont pas comptés. Qui utilisent des On est à services près de publics. 400 000, quoi. Voilà. Qui utilisent des services publics, qui utilisent les moyens publics et pour lesquels. Là, tu oublies quelque chose. Ils payent des taxes. Oui. Chaque fois qu'ils achètent un Ils payent des biscuit, taxes. ils payent de l'octroi de mer et de la TVA. Voilà. Mais enfin, ça n'est pas suffisant peut-être pour justifier le bénéfice qu'ils ont ou l'usage qu'ils font. Ça fait, pas que je leur reproche de le faire. Non, attention. Je dis qu'il devrait y avoir un corollaire entre la population qui utilise des services publics, les routes, les chemins, etc. Puis il devrait y avoir une logique. Donc on est dans une sorte de système kafkaïen, ubuesque, irrationnel. C'est-à-dire que c'est la culture de la politique publique irrationnelle. Et pas Mais seulement avec pour un ça. risque majeur qui est celui du risque guyanais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Oui. pour le laxisme Oui. global de l'État français vis-à-vis de l'immigration clandestine en Guyane, c'était, bon, les mecs, de toute façon, on n'a pas les moyens de les arrêter, allez-y. Oui. Il ne s'agit pas de lutter contre le fait que des gens viennent. Et s'ils viennent, c'est qu'il y a une demande, je l'ai expliqué. C'est évident. Et c'est organisé en plus. Oui, parce que ok. non, mais soyons clairs, le pays serait bloqué s'il n'y avait pas cette immigration. Il ne fonctionnerait étrangère. pas. Il Le fonctionnerait pays serait pas. arrêté, Bon. c'est tout. C'est comme en France. Hein. Oui. France. En Alors France. justement, parlons Mais- de... Aux États-Unis aussi. S'il vous plaît, prenons la balle au bon. La France a tort de se priver des bienfaits économiques de l'immigration. Glose sur la... Il dit glose sur la France. Ouais. Bon, allons rappeler un chiffre. En 2000, l'Organisation des Nations Unies fait une étude sur les pays riches en mal de main-d'œuvre. Oui. Et le rapport est explosif. D'ici à 2025, on est en 2000, hein, donc Oui. dans 25 ans, Oui. l'Europe, donc ils se sont focalisés sur l'Europe, doit accueillir, si elle veut poursuivre son développement économique, 150 millions d'immigrés. Alors évidemment, quand tu imagines en 2000, Le Pen a bondi, enfin en France ça a fait un truc. Le rapport a été vite enterré, mais des chercheurs français se sont intéressés à ça. C'est pas compliqué. Les nouveaux chiffres sont les suivants. En 2035, si la France n'accueille pas 6 millions d'immigrés, il y a déjà 6 millions d'immigrés en France, hein, officiellement, mais à mon avis, il y en a 10. Ouais. Okay, 6 millions supplémentaires, l'économie française va être bloquée. Alors, expliquons ça très rapidement, mais ce que j'ai décrit pour la Martinique vaut pour la France. Donc on va aller encore plus vite. La problématique majeure de la France, ce n'est pas un déclin démographique. Ce n'est pas vrai, puisque chaque année, bon, le rythme de progression du solde naturel est moins élevé, mais ça continue. Il y a une dernière étude qui vient d'indiquer que les régions françaises de l'Ouest et de la région parisienne, Exact. si tu l'as lu, Exact. ça a explosé. Dans l'Est, ça a baissé, mais ça augmente. Oui, il faut savoir pourquoi et grâce Non, à qui. je ne vais pas en parler. Je vais pas en parler. Donc, la France n'a pas de problème de natalité. Mais quand on analyse la natalité, la France n'a pas de problème de natalité parce que la natalité est surtout poussée par les immigrés. C'est ça. Déjà, alors, donc c'est trop tard. C'est-à-dire que la prévision de 2000 disait très clairement, si vous n'accueillez pas d'immigrés, non seulement votre économie va être bloquée, mais surtout votre population va baisser. Mais c'est exactement la même chose pour la Martinique. Donc en fait, la France, aujourd'hui, on considère que 25% des Français ont une origine directe ou indirecte avec un étranger. Donc quand tu as le quart de ta population qui est en lien avec une immigration, globalement, tu peux considérer que c'est trop tard. Alors, il y a des gens qui frissonnent quand je dis que c'est trop tard, mais ça a toujours été ça. Ça a toujours été. Alors, l'impact économique est le suivant. Aujourd'hui, on considère qu'à peu près 25% du PIB de la France est lié directement à des secteurs qui ont accepté et intégré l'immigration. Et c'est des secteurs super dynamiques. Hein. Le BTP, les services à la personne, la restauration. Le tourisme. Et l'agriculture, n'en parlons pas. Hein. S'il n'y a pas... La cueillette des fruits et tout ça. Voilà, bon, ça c'est 75%. La cueillette est faite par 75% d'immigrés. En Corse, par exemple,
S'il n'y a pas d'immigrés, il n'y a pas d'agriculture. Et dans le sud-ouest de la France aussi. Donc voilà. Enfin, la vérité, c'est que la France a toujours été un pays d'immigration. Elle s'est construite sur l'intégration de ces immigrés. Par vagues successives. Par vagues successives. Et c'est un chemin Oui, historique. tous les pays. Sauf un continent. Le seul continent qui n'a pas explosé démographiquement en lien avec une immigration, c'est le continent africain, qui, au contraire, a nourri le monde. C'est dingue, ça. Le sujet n'est pas tant l'immigration, c'est pas ça qu'il faut pointer du doigt, c'est la capacité d'intégrer les immigrés. C'est ça le vrai sujet. Je pense que la France, l'Europe, les pays du monde, pendant des décennies, des centaines d'années, ont su intégrer leurs immigrés, et aujourd'hui, il y a un blocage dans leur capacité à intégrer. Et c'est d'ailleurs l'esprit de cette loi qui essaye de trouver des solutions pour faciliter l'intégration. Il y a une partie qui considère qu'on ne peut pas intégrer, parce qu'il y a toute une... Le blocage, au lieu d'être simplement économique, il est surtout raciste. Oui. C'est tout. Mais à mon avis, il va être balayé. Alors, attendez, on avance. La Martinique ne portera pas atteinte à la dignité humaine. Nous devons, en responsabilité, nous insurger contre ce coup porté aux droits fondamentaux. Et j'ai l'intention de proposer dès janvier au président Salibert et à l'Assemblée de Martinique un débat pour discuter des modalités d'application de cette loi sur la base des valeurs communes que nous défendons. Nous ne devons pas capituler face à cette montée des idées extrémistes, nous dit Serge Letchimy. Pour contourner, j'ajoute, la restriction du versement des aides aux étrangers, c'est un des points clés, les aides aux étrangers, notamment de l'allocation personnalisée d'autonomie. Plusieurs départements de gauche souhaitent créer leur propre dispositif, mais la justice pourrait s'y opposer dans le cadre, naturellement, vous savez, du contrôle de la légalité. Donc nous allons attendre patiemment pour voir ce que le génie letchimien va nous proposer. Et on va aussi déjà attendre ce que le Conseil constitutionnel qui est saisi, qui doit avoir... À mon avis, il ne restera plus rien de cette loi. Et vous savez pourquoi? Et j'y vais, parce que je n'avais aucun sujet affecté, donc je m'octroie la parole. Parce que l'adoption de la loi contrevient au principe de sincérité de débat parlementaire. Exactement. Pourquoi? Les arguments avancés par le gouvernement ne doivent être ni faux, ni fallacieux, ni trompeurs. Et il n'y avait que ça. Je m'explique. Un processus parlementaire a été faussé dans la mesure où la commission mixte paritaire s'est réunie et où on l'a laissé patauger entre elles et où, parallèlement, simultanément, Madame, comment s'appelle le Premier ministre Madame Borne. Elle réunissait les... mais je ne retiens pas tellement, ils changent tellement souvent. Non, donc, soyons sérieux. Le Premier ministre. Cependant, la Première ministre a reçu les leaders républicains pour trouver un accord. Donc, elle fausse le système parlementaire. Il y a une atteinte à la démocratie parlementaire. Qu'un ministre de l'Intérieur défende, monte à la tribune, il défend un projet de loi en reconnaissant que sa probable inconstitutionnalité, ça ne va plus. Ça ne va plus. Tu es dans l'antre, tu es dans le palais, de la constitutionnalité, tu dis je défends ce projet même s'il n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas sincère, ce n'est pas sérieux. Ça ne correspond pas au principe de la grande France que nous aimons tous. Bon, je continue. Quand le président affirme lors d'une émission télévisée que Macron lui-même, que certaines dispositions seront contournées, ça veut dire que les décrets d'application ne seront pas pris. Ouais. Ça veut dire que l'on sait déjà que comment ça s'appelle, que la Cour, le Conseil constitutionnel va censurer. Donc c'est basé sur une sorte de jeu de dupes où on fait de la politique avec le Parlement, on fait de la politique avec la loi, et ça ne correspond pas au génie de la France. Jingle pour qu'on puisse passer au sujet de société. Voilà. Alors, appel à candidature pour le projet de mémorial national des victimes de l'esclavage. On va dans nos petites affaires, au jardin du... Mais ce n'est pas que nos petites affaires, voilà. Parce que ça concerne la France, ça concerne l'Afrique. Il y a quand même trois régions, le monde. Donc, traitez le sujet, ne prenez pas mot pour mot ce que je dis. Alors, non, simplement, pour rappel, très rapidement, il y a les associations, ce qu'on appelle mémorielles, qui ont fait un grand travail de sensibilisation. Et en 2018, le président Macron avait annoncé qu'il était favorable à l'érection d'un mémorial à la mémoire des esclaves. Oui.
Ensuite, on est parti dans une période qui était un peu trouble parce qu'il a fallu déjà il y avait un lieu qui avait été proposé, c'était les Tuileries, et puis il y avait un appel même déjà à projet. Tout ça est allé devant le tribunal administratif, la cour d'appel. Bref, on a passé des années à être dans une période où ça n'a pas bougé. Et puis, les choses ont avancé parce qu'on a nommé un comité de pilotage présidé par le ministre délégué des Outre-mer et M. Serge Romana, qui est président de la fondation FAIRE, c'est-à-dire Fondation Esclavage Réconciliation. Et là, les choses vont vite depuis qu'il y a eu ce comité de pilotage, parce que d'abord, il y a eu le choix d'un lieu, qui était les jardins du Trocadéro, avec une référence, c'est là où a été votée la Déclaration des droits de l'homme. Ouais. Et ensuite, donc ça c'était en septembre, le choix du lieu. Et puis là, en décembre, il y a l'appel à projet directement. Alors, il faut dire que le terrain est mis à disposition par la ville de Paris, ce qui fait que l'appel à projet est lancé par le ministre de l'Outre-mer et la maire de Paris. Et c'est un appel à projet qui concerne des paysagistes, des architectes, des scénographes, pour pouvoir proposer ce fameux mémorial. Et ce mémorial, normalement, il devrait avoir 224 000 noms inscrits sur ce mémorial. Et ça, c'est fin janvier, me semble-t-il. Donc là, les choses sont, me semble-t-il, sur la bonne voie. À partir du moment où il y a un consensus sur le lieu, qu'il y a un appel à projet sur le monument, après, ce sera l'exécution. Mais tous les préalables ayant été levés, moi, je pense qu'enfin, il faut saluer tous ceux qui se sont battus pour pouvoir obtenir sur le sol hexagonal la reconnaissance par la nation de ce qui a été fait, à savoir qu'il y ait des gens qui ont été transportés, esclavisés. Cette mémoire sera visible dans un lieu qui sera visible par tout le monde, aussi bien par les descendants d'esclavisés que par les touristes, que par les Français hexagonaux eux-mêmes. C'est un extraordinaire symbole. C'est un symbole au niveau national, au vivre ensemble, à la fraternité, à la réconciliation potentielle. Et ça va dans le droit fil. Est-ce que je peux me permettre de dire que je trouve quand même que les choses bougent à ce niveau-là, parce qu'on a eu l'annonce, comme tu l'as indiqué, de Bernard d'adaptation. On est persuadé qu'il y aura d'autres exemples. Hein. Et donc, par conséquent, cette réappropriation de notre histoire, la reconnaissance de ce qui a été un crime contre l'humanité, que tout le monde actuellement reconnaît, il n'y a plus de personne qui dit ça. Je pense que maintenant, ça nous permet d'avancer. J'ai une petite chose à dire quand même, je profite de la télévision. Il y a plusieurs projets de création de lieux de mémoire où on rendrait hommage effectivement aux Martiniquais qui étaient mis en esclavage et affranchis en 1848. Il faut quand même que je dise à toutes les forces, à tous les groupes, à toutes les qui essaient à juste titre, et qui veulent aboutir à ça, il faudra un endroit, il faudra un lieu. Il ne faudra pas qu'il y ait 10 endroits en Martinique où on mette le nom des 70 000, nous étions 70 000 Martiniquais au moment de l'affranchissement. Il faut harmoniser les violons. Je dis ça en regardant tout le monde, sans regarder précisément ceux qui aident ou ceux qui accompagnent les projets qui se font, mais il faudra trouver un consensus. Oui, excuse-moi, je profite parce que la Marichfa a indiqué qu'elle a donné un lien parce qu'elle a fait publier sur les archives la liste des affranchis qui sont faits en 1830. Et il y en a 23 000, hein, donc c'est pas rien, c'est beaucoup de monde. Avant 1848, entre 1830 et 1848, en 18 ans, il y a eu 23 000 affranchis. Oui. Donc, et on peut consulter, c'est passionnant, allez-y, c'est bien fait, vous pouvez consulter le nom. Vraiment, c'est formidable et on salue. Atterrissons dans le présent et confions à nos deux économistes le soin de nous expliquer comment et pourquoi tout va bien, Madame la Marquise, en matière de fonds européens, puisqu'apparemment 90% des fonds sont utilisés dans l'ordre que vous voulez, messieurs, traitez de la question. Oui, alors 90%, c'est le chiffre qui est annoncé. Alors j'ai essayé de trouver la source de ce chiffre, je ne l'ai pas trouvé. Donc, c'est un communiqué. C'est un communiqué, mais en matière, enfin, ce type de chiffres, les seuls fiables viennent de l'Europe en réalité. J'ai appelé les services de l'Europe et ils m'ont dit, à ce stade, on ne peut pas valider ce chiffre. Bon, je veux quand même déjà mettre cette grosse parenthèse, mais admettons que ce chiffre soit bon. Je vais être un petit peu sévère, ça reste un mauvais résultat, puisque ça voudrait dire que 80 millions d'euros, donc 10% des 800 millions d'euros des fonds européens, seraient dégagés d'office.
Donc je ne sais pas s'il faut s'en satisfaire quand à côté de nous, il semblerait qu'on soit à 100% dans les départements voisins. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, mais pour autant, quand même, essayons de voir, de bien équilibrer l'analyse, il faut noter qu'il y a eu une accélération de l'action de la CTM ces derniers mois, avec une certaine efficacité, réellement, puisque la situation était beaucoup plus dramatique il y a encore 6 mois. Et donc, objectivement, ces 6 derniers mois, il y a une mobilisation qui a permis au moins de combler un écart qui était quand même très important. Et face à cette mobilisation, moi je veux quand même faire état d'un ressenti, moi qui me parvient, alors je ne sais pas si c'est le cas d'Eddy, mais moi je croule sous les appels en ce moment de chefs d'entreprise, de TPE, de PME, d'artisans qui expriment un sentiment d'immense inquiétude parce que leurs dossiers ne sont pas payés, leurs dossiers sont traités pour certains mais ne sont pas notifiés pour la plupart d'entre eux. Ça, c'est un autre sujet, mais d'accord. Ce n'est pas notre sujet, puisque en réalité, moi, ce qui me remonte, mais ça, c'est un ressenti fort, c'est que beaucoup de dossiers, en plénière notamment, sont annoncés comme étant traités et réglés, et la notification ne parvient pas 2 à 3 mois après. Ça veut dire que le porteur de projet est dans une situation impossible, ne peut pas activer son affaire, et donc sa trésorerie s'effondre et son projet capote. Et ça, c'est des situations, j'ai été confronté, moi, à des témoignages assez inquiétants de cette nature, où à la fois on souffle le vent du bon côté, et en même temps, la réalité, c'est que ça n'aboutit pas. Eddy. Oui, alors, il y a une explication, évidemment, qui est en bas-feuille, mais là, c'est trop tard, puisqu'on va la dire. C'est que les services de la direction des fonds européens ont obtenu une prorogation de la période de notification et de remboursement jusqu'en avril 2024. Okay. Donc, en fait, ils sont cool, puisque théoriquement, c'était au 31. OK. La question, c'est de savoir si cette prorogation va bénéficier aussi aux entreprises. Normalement, les entreprises auraient dû payer les factures et sont remboursées après. Au 31 décembre. Ouais. OK. Et une fois que tu as fait la preuve du paiement avant le 31 décembre, tu recevais les remboursements. D'accord ? Mais avant de recevoir les remboursements, il faut que tu sois notifié, c'est-à-dire que ton dossier a été accepté, ensuite que tu signes une convention pour que tout ça s'enclenche. Or, ce qui se passe, et tu as raison, c'est que des notifications n'ont toujours pas été envoyées, les conventions n'ont toujours pas été signées, mais quand on appelle le service, il dit « Attendez, j'ai jusqu'en avril 2024 ». Le problème, c'est qu'il y a des types qui ont dit « Ne voyant ni notification, ni convention, ils n'ont pas engagé de travaux. Et comme ils n'ont pas engagé de travaux, ils n'ont pas de facture à payer, puisqu'ils n'ont pas engagé de travaux. Ils ne seront pas remboursés. Non, alors, non. De toute façon, ça ne se pose pas. La problématique ne se pose pas. C'est que dans les statistiques des 90%, il y a ces gens-là à qui on a dit « C'est bon, leur dossier est bon, donc on a dépensé. » Non, les types, ils ont arrêté le projet. Donc, s'ils ont arrêté le projet, il n'y aura pas de remboursement. Donc, s'il n'y a pas de remboursement, il y a du dégagement d'office. C'est ça le problème. C'est l'Europe qui va dire, dans quelques mois, voilà combien d'argent. Je vous propose que nous voyons ça à nouveau, parce qu'on va taper à nouveau sur le clou et que nous passions à la culture. Avec son sens extraordinaire de la synthèse en 2 minutes, le créole de la Dominique. Tout à fait. Alors la Dominique était si proche de nous, indépendante, mais la langue officielle de la Dominique, c'est l'anglais. Ceci dit, 80% des Dominicains parlent créole. Et comme ici d'ailleurs, il y a un jour, même un mois, qui est le dernier vendredi du mois d'octobre, qui est le Créole Day, donc la journée du créole pour nous. Et à la Dominique, il y a une association qui se bat depuis 40 ans pour la promotion du créole. Et elle a dernièrement, elle a rendu un rapport elle dit qu'elle allait donner une feuille de route au gouvernement pour promouvoir justement l'utilisation de la langue créole, que ce soit dans les médias, dans la justice, et c'est un élément important, dans les églises et dans les écoles. Parce qu'on se rend compte que
parler le créole dans la vie de tous les jours, c'est une chose, mais rendre le créole dans la vie officielle, c'est autre chose. Et donc, cette association a tout son sens pour pouvoir continuer à œuvrer pour cette promotion du créole. Prenez exemple sur le sens de la synthèse. Jingle, musique. Ce qui fait qu'on te doit seulement 3 minutes. Mais non, mais je refuse alors. Mario Mas, donne-lui ça. 3 minutes? Il le mérite. 6 minutes. 6 minutes. Non, on te doit 3 minutes. Mario Mas, on lui doit bien ça, Mario Mas, parce que voilà, c'est un homme qui cultive humilité, technicité, savoir, humanité et performance, sens de la performance. Ouais. Non, enfin, Mario, il est né en 1962, il a fêté son anniversaire le 2 décembre dernier. Son père était un peu chanteur-guitariste, alors il a pratiqué tous les instruments, piano, basse, il a pratiqué tout. Et puis après, il s'est passionné pour la flûte. Pourquoi? Parce qu'il a adoré Pacheco, il a adoré Fajardo, la musique latine, Hubert López, tous ces gens. Et puis après, il a découvert Mona, il a découvert des dessins pris. Voilà. On va écouter déjà un premier titre. Alors, ce n'est pas des titres qu'on a, c'est des improvisations, parce que c'est un homme qui est un improvisateur magique. Et puis il a eu une expérience extraordinaire avec un Congolais qui s'appelle Rido Bayonne. Alors Rido Bayonne, si vous le découvrez sur le net, c'est un homme extraordinaire qui a des grands orchestres de jazz au Congo. Et c'est un homme d'une réputation extraordinaire. Et Mario m'a dit qu'il a vécu des expériences de créativité, de jazz fusion, d'africanité, de rythme extraordinaire avec Rido Bayonne. Mais Mario a accompagné Raph Tamar également, il a accompagné Tony Chasseur. Il a un itinéraire extrêmement riche. Il a fêté ses 60 ans l'an dernier. On va vous proposer effectivement de l'écouter. Ça a été organisé par son épouse, à sa grande surprise. Il a fait 18 ans à Paris, où il a connu les expériences les plus diversifiées possibles. Il a joué avec Magic Malik, Richard Bona, Paco Seri, donc vraiment des grands noms. Et je pense que Mario s'est enrichi, bien évidemment, de toutes ces expériences. Et on va découvrir une improvisation avant que je vous fasse découvrir Mario dans un autre aspect. OK.
Atrium l'a accueilli dans le cadre des jeudis musique il y a quelques mois. Et quelle frustration pour moi, parce que j'arrivais pas ni pour place. Comme dirait les Je dis Européens, même moi, ça ne va pas me faire rentrer. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je n'ai pas pu y assister. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous avez vu son talent de flûtiste. Alors, il est un très très bon pianiste également, mais c'est aussi un compositeur remarquable. qui compose pour d'autres. Voilà. Et les compositeurs, en général, on ne les connaît pas, parce qu'on connaît les chansons, on connaît les interprètes. Je vais vous surprendre. Je vais vous faire découvrir ce qu'il a composé, avec Malavoie, avec la voix de Raph Tamar et la voix de la merveilleuse Orlan. Ouais. Qui ça m'a fait, qui ça m'a dit, pour ça méprise moins comme ça. En tisier d'où m'y en voilà, dit fait prix, mi comédie. Assis posé, pied moins c'est glissé, moins c'est manché au petit brin respect. Moins que fait tout ça, moins paix, pour ça pas changer ailleurs. Depuis tant ça qu'a duré, c'est tout ça qu'on a trouvé pour dire. Moi, écoutez tout ça, on dit, tiens, moi, j'ai bien piécé. Assis posé, dis-moi, où c'est douté, où c'est genre, et puis dis-moi. Ça s'appelle Fayalobi. Alors, Fayalobi, c'est le nom d'une fleur du Suriname. Ça veut dire amour, douceur, tendresse. Ouais. Alors, composition de Mario Mas. Okay. Alors, j'aimerais ajouter, avant de terminer, qu'il a joué aussi avec Bago, Pascal Pidibi, Christian Gézoff, Marius Modeste, Charlie Labinsky, le groupe Châtaigne. Donc, c'est un gars qui il joue du classique, il joue du jazz, il joue de la variété, il joue tout. Extraordinaire. Voilà. Alors, pour terminer, je vais vous faire découvrir aussi cette merveilleuse chanson qui s'appelle Doucement là, qui a été écrite par lui. Et je crois que c'est Didier Barbelivien qui a fait le texte et qui est chanté admirablement par Raph Tamar. Doucement là. Pas trop vite et pas trop fort, comme si tu bougeais ton corps, embarqué dans la nuit. Doucement là. Pas trop vite et pas trop fort, et Mickey m'a dit amour, pas moins goûter la vie. Elle fait l'amour en créole, elle rêve toutes les langues, volcan des îles et fille d'Ipanema. Dans ses yeux d'or, l'amour caresse aimant. Chaque fois qu'il passe par son corps, et chaque fois qu'elle me dit doucement là, pas trop vite et pas trop fort, comme si tu bougeais ton corps, embarqué dans la nuit. Doucement là, pas trop vite et pas trop fort, et Mickey m'a dit amour, pas moins goûter la vie. Dans ces virages on décolle, parfum cannelle ou mangue, Begin Brésil et salsa de Cuba. Elle est comme ça, de tout en haut et en bas, dans le lit de la samba, et chaque fois qu'elle me crie. Absolument. Vous pouvez applaudir. Voilà, le vaisseau a atterri dans une sérénité, dans une douceur. Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. À l'année prochaine. Je vous remercie fort d'être à mes côtés pour faire ce travail de militant de l'information, de la culture, de l'économie. Je remercie aussi Zitata d'exister. Je remercie Max Monroth, Flore Filias, Mehdi, David, et puis tous ceux que j'oublie, et puis ceux qui sont passés en coup de vent, et puis qui perpétuent ailleurs leur technicité et leur connaissance de la télévision. Et puis je vous dis, chers téléspectateurs, à l'année prochaine. Et puis un réveillon sage, pondéré, faites attention. Mais dans la joie. Dans la joie. Bonne santé. Au revoir.